Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans C'est pas tous les jours dimanche. Maire de Meaux, ancien ministre du budget notamment, ancien patron de l'UMP et partisan infatigable du rapprochement entre la droite et la Macronie. Vous nous direz dans un instant si vous êtes satisfait de voir votre souhait exaucé. Mais d'abord, une première question sur la composition du gouvernement. 7 sortants reconduits, la droite conservatrice promue. C'est pas franchement ce pourquoi les Français ont voté, non ? Je suis pas d'accord avec vous. En réalité, je pense que les Français, ils attendent une politique de droite. C'est pas parce que les gens de gauche et d'extrême gauche ont hurlé les plus forts qu'ils avaient raison. Ils ont plus de députés. Non, en fait, faites les comptes. Non, ils ont pas plus de députés. Non, mais cette alliance-là. Non, mais Benjamin Duhamel, vous n'êtes pas obligé de dire un truc que vous savez faux. Parce que je suis désolé, j'ai fait les comptes comme tout le monde. Le total du nouveau Front Populaire, ça fait à peu près 193. Ouais. Le cumul des Républicains, plus de Renaissance, plus d'Horizon, plus du Modem, de cette coalition de droite et de centre-droit. Mais qui n'était pas alliée au moment des élections. Attendez, oui, certes, elle n'était pas alliée au moment des élections, mais c'est pas pour ça qu'elle ne pense pas la même chose et qu'elle n'est pas capable de se retrouver. C'est ce que j'ai plaidé, mais alors inlassablement depuis 2022. Ça fait 243 députés. Donc je pense qu'il faut que ceux qui sont très très agressifs, à l'extrême gauche en particulier, je pense à Monsieur Mélenchon, se détendent parce qu'en vérité, ils n'ont pas gagné. Voilà. Donc la démocratie est pleinement respectée. Donc, si je vous suis, la nomination de Michel Barnier à Matignon, le gouvernement tel qu'il a été présenté, ça vous convient parfaitement? C'est ce dont vous rêviez? Là, on n'est pas dans le rêve. Là, faut pas non plus raconter des histoires. On est dans un gouvernement qui doit absolument réussir parce que c'est la survie de ce quinquennat qui est en cause et au-delà de ça, surtout l'intérêt supérieur de la France. Moi, je n'ai qu'une idée en tête, c'est que ce gouvernement réussisse parce qu'il n'y aura pas 36 chances. Et tout doit être fait pour ça. Après, il faut pas se méprendre. Je vous entendais évoquer tout à l'heure les profils des uns et des autres. Enfin, on n'est pas de savoir qui a manifesté contre le mariage pour tous ou pour... C'est pas du tout le sujet. Ça compte quand même. Non, mais... Pour ceux qui ont des convictions, qui voient aussi que à la tête du gouvernement, on a un membre d'un parti qui a fait 4,7% à l'élection présidentielle et qui a 47 députés à l'Assemblée nationale et qui peuvent se dire il y a une forme d'anomalie démocratique à ça. C'est ça la magie de la politique, c'est de temps en temps de regarder où sont les personnalités. C'est ça qui fait la différence. Mais pourquoi je vous dis que c'est pas le plus important là? C'est tout simplement parce qu'on n'est pas, on peut pas raisonner comme si on était au début d'un quinquennat, plein d'enthousiasme, avec une élection présidentielle claire, une législative claire. Là, on est dans un gouvernement de survie. Il faut aider ce gouvernement à réussir parce que c'est la survie de notre régime politique qui est en cause. Donc en réalité, cette composition, elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas de raison qu'elle le soit d'ailleurs. Il n'y a jamais de gouvernement parfait. Mais elle est composée d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui incarnent ces sensibilités et qui doivent absolument gouverner ensemble sans imaginer des grandes réformes. On n'a ni le temps ni les moyens politiques. C'est-à-dire que vous dites d'ores et déjà, de toute façon, il n'y aura pas de grandes réformes. Je pense que surtout il faut... On gère les affaires courantes. Je pense que il faut très très vite arrêter d'analyser les profils des ministres. Enfin, c'est sympa, c'est toujours comme ça au début, et très vite se concentrer sur le fond, parce que les Français, en réalité, moi je le vois comme tous les maires, les Français, ils vous parlent pas du tout des profils des ministres. Ils vous disent qu'est-ce que vous allez faire. Et je pense que la priorité absolue, c'est le retour de l'ordre, l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue, et l'ordre à l'école. Et c'est là-dessus que ce gouvernement va être attendu. Et on va parler de cette feuille de route, notamment de celle de Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur. Mais juste avant, quand on regarde dans le détail, c'est sans doute le gouvernement, même pas sans doute, c'est un fait, le gouvernement le plus à droite depuis François Fillon à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous, le chantre de la droite décomplexée. Est-ce que c'est votre droite qui est au gouvernement? Vous savez, d'abord, vous l'avez vu, il y a des profils très différents, puisqu'il y a même Didier Migaud qui est issu du Parti Socialiste. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une approche complètement normale, comme ça pourrait être dans d'autres alternances. Là, il faut, je le répète, sauver ce qui peut l'être. Et je trouve assez intelligent d'imaginer de rassembler des gens qui couvrent la droite, le centre-droit et même un tout petit peu de centre-gauche, dès lors qu'on ne perd pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est que les deux extrêmes sont aux portes du pouvoir, extrême gauche et extrême droite. Et je dois dire que moi, ce qui, en réalité, m'inquiète le plus, et on l'a vu dans les 10 jours qui viennent de s'écouler pour la composition de ce gouvernement, c'est que vous avez dans les deux extrêmes des leaders, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, des équipes assez organisées, des programmes que je combats absolument, mais qui finalement ont plu à un certain nombre de gens qui s'inquiètent de l'avenir. Et puis au milieu, vous avez combien? 7, 8 candidats à l'élection présidentielle. Il y a trop de candidats à l'élection présidentielle. Au niveau de nos familles de partis de gouvernement, il y a plus que trop plein. Et d'ailleurs,
certains calculs qu'on a pu voir, des négociations un peu médiocres quand même, qui consistent à dire pour mon parti, je veux tant de places, et puis finalement, je vous donne les places, mais vous me prenez moi. Enfin, tout ça était pas très glorieux. Vous visez qui, quoi, Laurent Wauquiez On l'a vu dans un certain nombre de familles politiques du centre, parce qu'on l'a vu aussi bien chez les Républicains, mais on l'a vu aussi chez Renaissance. Enfin, j'ai trouvé que tout ça était pas à la hauteur quand même. Là, on est dans une période où il faut quand même se concentrer sur l'essentiel. Et je rappelle ce petit point, c'est que en réalité, si les partis de gouvernement ne se focalisent sur simplement de savoir qui va y aller à la présidentielle de 2027, alors que l'urgence c'est maintenant, on va au fiasco. Juste un mot, vous disiez, c'est ce pourquoi je plaidais depuis 2022. Est-ce que vous voyez une forme d'ironie? Est-ce que tous ceux qui, pendant 2 ans, vous disaient « mais pas du tout, pas question de dissoudre la droite dans la Macronie », sont certains qui se retrouvent au gouvernement? Là, vous dites quoi? Ils se sont un peu moqués de moi pendant 2 ans? C'est ça la politique, c'est bien sûr. Et eux, ils sont et vous n'y êtes pas en plus. Oui, par ailleurs. Non, mais moi, j'étais paradoxal quand même. Oui, mais ça, c'est pas forcément très grave, parce qu'en vérité, moi, je soutiens totalement ce que fait Michel Barnier dans cette affaire, tout me va très bien. Mais la seule chose que je puisse vous dire, c'est qu'effectivement, ça m'a fait aimablement sourire de voir un certain nombre m'expliquer en long et en large que jamais il fallait y aller, et que j'ai le plaisir de voir aujourd'hui au gouvernement. C'était le cas de Bruno Retailleau, mais c'était même le cas de Laurent Wauquiez. Que n'ai-je entendu? Et finalement, il n'y va pas parce que j'ai compris que en réalité, il n'y avait qu'un seul lit pour plusieurs rêves, et leurs rêves étaient Beauvau, et donc ils pouvaient pas tous l'avoir en même temps, et que voilà. Il y a un petit problème de constance politique quand même. Quand Laurent Wauquiez dit fin août, jamais nous n'envisagerons une coalition parce qu'on ne peut pas faire cohabiter au sein d'un même gouvernement des lignes politiques qui ne sont pas les mêmes, et à la fin. Écoutez, reconnaissez que, de ce point de vue, moi j'ai une certaine constance, en tout cas sur toutes les idées que je défends. Après, de temps en temps, on a le droit de reconnaître qu'on s'est trompé, c'est ça le courage politique. Juste pour vous soumettre ce que dit Éric Ciotti au Figaro, ce gouvernement n'est pas un gouvernement de cohabitation, c'est un gouvernement macroniste avec quelques LR comme caution et alibi. Il a raison ou c'est de l'aigreur de ne pas être au gouvernement? Écoutez, j'ai noté qu'il avait enfin quitté la présidence de notre parti. Je crois que c'est surtout ça qu'il faut retenir de ses propos. Voilà, c'est une sorte de traître de comédie, en réalité. Ça nous rappelle les grandes heures des romans balsaciens du 19e. Voilà, il est parti, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. On va pouvoir réorganiser la droite. Cela étant, moi je vois de ce gouvernement de coalition les prémices d'une recomposition de la droite française. LR est malheureusement trop petit, c'est plus la grande UMP que nous avons connue lorsque j'ai quitté mes fonctions en 2014 et qu'on avait fait cette vague bleue historique. Donc c'est plus ça du tout. Donc LR est maintenant trop petit. La droite macroniste, en réalité, est composée de personnalités très diverses, dont beaucoup sont issus de nos rangs. Je pense que la nouvelle donne politique à préparer demain, c'est de recomposer un grand parti de gouvernement. C'est-à-dire qu'au fond, Rachida Dati, Catherine Vautrin, Bruno Retailleau, vous-même, Laurent Wauquiez, vous retrouviez tous ensemble? Écoutez, je pense que ça doit même aller beaucoup plus loin. Je pense qu'il y a un certain nombre de macronistes de droite qui ont tout intérêt à repenser les choses, parce qu'ils n'ont pas grand-chose à dire à des gens de gauche. Quand vous voyez le combat que nous menons, par exemple, sur le refus d'augmenter les impôts, qui va être un énorme sujet. En réalité, vous avez évoqué ça très brièvement tout à l'heure. L'un des grands sujets sur le retour à l'ordre dans les comptes publics, c'est d'être capable de baisser les dépenses sans augmenter les impôts. Et moi, je suis évidemment, comme beaucoup, assez préoccupé de voir que on balance dans le débat des hausses d'impôts, des perspectives de hausse d'impôts, alors qu'on devrait commencer par dire surtout les économies qu'on va réaliser. Mais vous êtes singulier, Jean-François Copé, puisque vous me dites gouvernement de survie, Michel Barnier, je le soutiens tout à fait. Celui qui a mis dans l'air la possibilité de faire davantage de justice fiscale, c'est Michel Barnier. Oui, pas seulement. Celui qui, à l'instant, ne cite pas le fait de ne pas augmenter les impôts dans son discours, c'est le nouveau ministre de l'économie et des finances. Là, je voudrais tout de même faire une petite remarque. On va parler métier une seconde. Vous avez évoqué les propos du ministre de l'économie, mais je vous rappelle que celui qui est en charge des comptes publics, ça n'est pas le ministre de l'économie. Michel Barnier, dans la construction de son ministère, a prévu 2 ministres pleins. Et donc, c'est Laurence Saint-Martin qui va s'occuper de finances publiques. C'est pas son collègue de l'économie. 6e étage, 5e étage à Bercy. Je connais bien. Il a les finances, quand même. Je connais bien la maison. Enfin, écoutez, tout dépendra de ce que seront les décrets d'attribution. Et donc, en tout cas, vous dites, je vous dis ça, pas la moindre augmentation parce que c'est de la responsabilité du ministre du budget, pas celle de l'économie, même s'ils doivent travailler ensemble, et que l'arbitrage majeur, c'est la capacité de baisser les dépenses. Vous savez, augmenter les impôts pour un gouvernement, c'est la facilité. Parce qu'en réalité, c'est très facile. On trouve toujours le bouc émissaire de services qu'on va surtaxer. Le vrai courage politique, c'est d'être capable de faire de la dépense publique efficace. Quand vous lisez les rapports de la Cour des comptes, tout est dedans. Donc,
aucune augmentation d'impôts. Aucune. On verra ce que décidera le gouvernement. Je pense, pour ma part, que ce serait une erreur politique dans un pays aussi fiscalisé, de ne pas faire d'abord de la baisse des dépenses publiques, et il y a des gaspillages partout, l'alpha et l'oméga du retour à l'équilibre des comptes. Juste avant de parler de Bruno Retailleau, Et je rappelle qu'on sait le faire. Nous l'avons fait il y a quelques années avec mon ami Thierry Breton. Sur ce qu'on qui était ministre de l'économie et des finances à l'époque. Et moi en charge du budget. Juste un mot sur ceux qui viennent de rentrer à Bercy, on a vu les discours, le fait qu'ils soient des inconnus du grand public. C'est quoi? C'est un gouvernement de second couteau? Oui, alors ça fait partie des éternels commentaires qu'on se tape à chaque fois qu'on fait un gouvernement. Il y a forcément des gens connus et des gens moins connus dans un gouvernement. Enfin, là, il y a plus de gens moins connus que de gens connus. C'est-à-dire qu'au poste clé, objectivement, on les connaît. Au poste de ministre délégué ou de secrétaire d'État, ce sont des connus du grand public. Encore une fois, l'idée n'est pas de remettre en cause ses compétences. Non, mais très bien. Mais il faut bien que de temps en temps, il y ait des innovations. Bon, en même temps, c'est un gouvernement, c'est une présidence qui est assez particulière, dans laquelle on explique toute la journée que dès qu'on a atteint un certain âge, on est un peu débile. Et que le vrai nouveau monde... C'est quoi, c'est du jeunisme Le vrai nouveau monde, c'est quand même quand on a entre 14 et 30 ans. Donc c'est plutôt assez sympathique de voir à 14 ans, c'est compliqué, cette fraîcheur. Enfin, écoutez, là, c'est 32, je crois. 33. 33. Âge canonique. Et donc, cette fraîcheur est sympathique. Après, je pense que... parce que moi, j'ai pas arrêté de vous entendre dire la politique, c'est un métier. Absolument. Il faut être un professionnel de la politique. Il y en a marre de ceux qui nous racontent que c'est le nouveau monde, qu'on arrive et qu'on n'a pas été élu local avant, qu'on n'a pas suivi le cursus honorum. Là, pardon, c'est pas exactement ça. Hein, non, si, vous avez beaucoup de gens très solides. Je pense en particulier à ceux qui viennent des Républicains. Beaucoup de gens très solides et qui sont très expérimentés. Mais je confirme, oui, c'est ce que Jacques Chirac nous a appris. Moi, je fais partie d'une génération qui a été formée par Jacques Chirac, qui nous a expliqué que la politique, ça s'apprenait, que c'était un métier. Et c'est vrai, je pense que l'ère macroniste a beaucoup souffert d'avoir à ce point balayé d'un revers de main l'expérience que nous avons, nous, comme élus de terrain en tant que maire, parce que là, pour le coup, on peut pas tricher. Et c'est vrai que la suppression du cumul des mandats, c'est-à-dire l'interdiction pour les maires d'être députés, on le paye au prix fort, on le sait tous. Et sur le fait qu'il n'y ait ni Gérald Darmanin, ni Gabriel Attal, ni Laurent Wauquiez, qu'au fond, tous les poids lourds, ceux qui peuvent avoir des ambitions présidentielles, ne soient pas au sein du gouvernement. C'est quand même une drôle de façon il faut nuancer, chacun a son histoire, parce que si je comprends bien, Laurent Wauquiez, il a refusé d'aller à Bercy. Bon, c'est à méditer. Pourquoi il aurait dû accepter ? Je sais pas, quand on vous confie quand même une responsabilité de cette importance, vous pouvez pas juste dire j'y vais pas. Enfin, me semble-t-il. Peut-être parce qu'il avait pas intérêt à assumer les décisions difficiles à prendre dans les semaines et les mois qui viennent. Bon, écoutez, c'est bien pour ça que je vous dis, c'est à méditer. Voilà. Gabriel Attal. Non, mais est-ce qu'il y a une forme de manque de courage chez Laurent Wauquiez ? Écoutez, je sais, on va pas faire la psychanalyse, là, on est pas de la psychanalyse, c'est de la politique. Mais écoutez, je crois que ça vaut pas plus que ça. Gabriel Attal, il a été Premier ministre, il a fait le choix de présider la majorité de son groupe. Honnêtement, je vois pas très bien comment il pouvait tout faire. Et quant à Gérald Darmanin, écoutez, j'ai compris qu'il y avait eu une mésentente. Ça peut arriver avec Michel Barnier. Donc moi, j'ai pas de commentaires à faire. Après, c'est des histoires d'hommes. Vous savez, la politique, c'est 90% des histoires d'hommes. Moi, je crois, important de le dire aux Français. Et d'ailleurs, ils le savent, ils sont passionnés. Les Français, ils sont passionnés de politique. Ils adorent l'histoire. Ils aiment pas la géo, ils aiment pas l'économie, mais ils adorent la politique, ils adorent l'histoire. Donc, ils connaissent tout ça par cœur. Ils sont dupes de rien. Vous dites une histoire d'homme. Je voudrais qu'on s'arrête sur le profil du nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, héros de la droite conservatrice, de ce qu'Édouard Philippe appelait la droite Trocadéro, puisqu'il était un soutien de François Fillon à ce meeting du Trocadéro, juste derrière le candidat des Républicains en 2017, opposé au mariage pour tous, à la constitutionnalisation de l'IVG. C'est le retour de la droite filloniste au pouvoir. On peut pas dire que François Fillon était votre grand ami. Non, je peux pas dire comme ça. Vous me prenez par les sentiments. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Moi j'ai beaucoup d'estime pour Bruno Retailleau. C'est vrai que j'ai pas complètement les mêmes idées que lui sur les questions de société, mais c'est un type qui est solide, qui est bosseur. Que j'ai vu à la présidence du groupe au Sénat. Moi, j'ai été président de groupe longtemps, donc je sais comment tout ça fonctionne. J'ai vu une personnalité forte et qui surtout avait pour moi une grande qualité, c'est que il tient sa parole. Voilà, quand il s'engage, il tient. Il dit ce qu'il fait ce qu'il dit. En politique, c'est un grand critère de lecture. Vous savez, mais je trouve que vous balayez un peu rapidement l'impact que peuvent avoir ces prises de position sur les sujets sociétaux de la part de ceux qui ont voté, par exemple, pour faire barrage au Rassemblement national, et qui, encore une fois, sur cette sensibilité-là, l'idée n'est pas de ne pas la respecter, elle existe, bien sûr, mais n'est sans doute
clairement pas majoritaire au sein de la société française. Ok, mais on ne l'a pas chargé des questions de famille ou des questions de société. On l'a chargé d'un sujet majeur qui est l'intérieur, c'est-à-dire la sécurité des Français. Je comprendrais très bien votre propos si, par exemple, on lui avait confié des dossiers sur des sujets de société où il pourrait ne pas être majoritaire. Mais là, c'est pas du tout le cas. On lui demande de veiller à la sécurité des Français. Il me semble, pour avoir beaucoup parlé avec lui sur tous ces sujets, notamment au moment de la loi immigration, parce que même si je suis pas parlementaire, je suis, comme vous le savez, pas mal revenu quand même dans les débats au sein de ma famille politique, j'ai considéré qu'il était solide. Et je pense que c'est une période où nous allons reconstruire la droite et où nous avons besoin de gens solides. Et c'est ça qui fait la différence dans les épreuves. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir ces dernières années la fragilité de certaines personnes à un moment où il fallait tenir bon. Et je pense que nous avons besoin... Non, mais peu importe. Nous avons besoin maintenant de gens qui font la différence. Voilà. Et je voudrais vous dire aussi une chose. On a eu des Jeux Olympiques exceptionnels. Tout le monde se fichait de l'administration, de l'État, des ministres, etc. C'est une réussite extraordinaire qui a montré le génie français. Il y a quelqu'un qu'il faut saluer dans cette affaire, c'est Gérald Darmanin. Il a fait de ce point de vue la démonstration que commander ses troupes, montrer aux Français et au monde entier qu'on est capable de sécuriser les spectateurs dans un moment comme celui-là, donc Michel Barnier aurait peut-être dû garder, non ? Mais encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'abord, je suis pas Premier ministre, c'est pas moi qui fais les castings, et deuxièmement, encore, si le gouvernement Barnier tombe. Écoutez, on viendra en reparler, c'est pas l'urgence du moment. J'insiste sur la question des positions sur les sujets de société. Laurence Garnier, sénatrice des Pays de Loire, un temps pressentie à la famille, il y a eu une polémique puisque ses prises de position ont été exhumées sur la question du mariage pour tous, également sur la question des thérapies de conversion, où, comme sénatrice, elle a voté contre leur interdiction. D'ailleurs, Bruno Retailleau également avait fait ce même vote au Sénat. Là encore, dans ce que vous appelez un gouvernement de survie, est-ce que c'est vraiment à même de rassembler au maximum, d'appeler au gouvernement des personnalités qui ont ce type de profil politique ? Je trouve que vous n'êtes pas tout à fait juste dans cette affaire. Parce que on fait des focus sur telle ou telle personnalité et on montre pas celles ou ceux qui défendent des possibilités, des points de vue. Non mais, écoutez, parle moins des trains qui arrivent à l'heure, ça c'est sûr. Ah bah oui, mais du coup ça déséquilibre l'analyse. Parce que vous me parlez de Laurence Garnier, que je connais très bien, je partage pas ces positions-là, c'est clair, mais pour autant c'est une fille qui a beaucoup de qualités que je connais depuis longtemps, qui milite à Nantes dans des conditions difficiles. Bon, mais écoutez, pourquoi vous me parlez pas de Salim Massa, qui est copéiste en plus, ça me ferait plaisir, et qui rentre au gouvernement et qui, à ma connaissance, n'a pas ses positions. Donc c'est un gouvernement copéiste, en fait. Non, mais au-delà de, je connais votre amour des bons mots. Et il peut m'arriver de le partager, mais c'est pas mon point. Mon point, c'est juste de vous dire que vous déséquilibrez le débat et vous faites croire aux Français qu'on a mis dans ce gouvernement des gens qui sont systématiquement contre le mariage. J'ajoute que Laurence Garnier est en charge de la consommation. Oui. Bon, après elle était pressentie à la famille avant. Donc ça prouve bien que Michel Barnier, il entend. Bon, il lui propose la consommation. Alors moi, je sais bien que la consommation, ça peut être un sujet de société, mais reconnaissez avec moi que ça n'a pas grand-chose à voir avec les questions type avortement, par exemple. Jean-François Copé, au fond, ce qu'il y a aussi comme interrogation sur la composition de ce gouvernement, c'est de se demander comment peuvent appartenir à une même équipe quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui était l'artisan de la loi immigration, qui voulait même aller plus loin. Ensuite, il y a eu le Conseil constitutionnel a été saisi, un certain nombre d'éléments de cette loi ont été retoqués. Et par exemple, la nouvelle ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, dite macroniste de gauche, qui, elle, s'est abstenue sur la loi immigration, considérant que l'ADN de sa famille politique, son combat politique, était en quelque sorte incompatible avec cette loi immigration. Encore une fois, vous n'avez cessé de pourfendre Jean-François Copé depuis 2017, le en même temps, ça marche plus, il faut être cohérent sur une ligne politique. Ah là, pardon, mais là, c'est pas cohérent, ça. Mais non, mais encore une fois, je vous répète, c'est pas le gouvernement de nos rêve. D'ailleurs, vous vous souvenez que vous l'avez dit ça au début, je vous ai dit on n'est pas au moment de rêver. Donc arrêtons de se mentir. C'est un gouvernement pour permettre de faire survivre notre régime. Voilà, dans un moment où l'extrême droite et l'extrême gauche sont déchaînés. Astrid Panosyan savait parfaitement que Bruno Retailleau entrait dans le gouvernement. À ma connaissance, elle n'a pas dit non. C'est bien que quelque part, il y a un certain nombre d'hommes et de femmes de bonne volonté qui se disent on va travailler ensemble pour le pays. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que je dis il faut que ce gouvernement réussisse en réalité. Et il faut que les uns et les autres arrêtent d'être obnubilés par 2027. Il faut réussir 2024. C'est ça notre sujet. Vous parlez de la question de l'ordre, l'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue. Oui. Sur la question de l'immigration. Est-ce que vous considérez qu'il faut une nouvelle loi ? Est-ce qu'il faut qu'au fond, Bruno Retailleau, arrivant au ministère de l'Intérieur,
rouvre ce chantier-là en reprenant, par exemple, certaines des mesures qui avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel. Bien sûr. Et simplement, il faudra le faire en tenant compte des réserves du Conseil constitutionnel sur la méthode et la procédure. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Comme il faut impérativement faire de la lutte contre la drogue la priorité absolue. Il faut que tous les ministères soient mobilisés sur cette question. Et ça, c'est une grande mission pour le Premier ministre. Ce sont des sujets absolument essentiels. Et sur l'immigration, même remarque. Et il appartiendra à chacun de se déterminer. Quand j'entends Monsieur Mélenchon dire on va censurer, ou même parfois des amis de Madame Le Pen, je rappelle juste une chose. C'est pas parce que l'extrême droite ou l'extrême gauche censure qu'elle ait adopté la motion de censure. Il faut que l'extrême gauche et l'extrême droite votent ensemble. On en est très très loin. Et justement, 2 dernières questions, Jean-François Copé. Vous parliez sur l'immigration. Vous parliez du Rassemblement national. La donne politique qui a beaucoup été commentée est que ce gouvernement ne tient que par, sinon la bienveillance, du moins la non-censure de Marine Le Pen. C'est quand même un problème démocratique. Mais mais c'est une erreur de calcul mathématique en fait. C'est-à-dire que Madame Le Pen et le Rassemblement national peuvent déposer une motion de censure, mais pour qu'elle soit votée, il faut qu'ils aient la majorité. Pour qu'ils aient la majorité, il faut que l'extrême gauche vote avec le Rassemblement national. Reconnaissez que ce serait quand même intéressant de voir ça. On passe notre journée à se faire traiter de fasciste en permanence par Mélenchon. Moi, j'observe simplement... En l'espèce, Jean-François Copé, c'est plutôt le scénario inverse qui serait possible, c'est-à-dire que le Rassemblement national vote une motion de censure du nouveau Front populaire. Ah bah écoutez, ça ce sera vraiment très intéressant parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Moi, je suis pas coach du Rassemblement national, mais il m'a semblé que la raison première de son échec aux dernières législatives, c'est le sentiment de beaucoup de Français de son absence de crédibilité, d'esprit de responsabilité. Donc, si l'idée c'est de mettre le régime en danger, le régime de la Ve République en danger dans ce contexte-là lié à cette décision de dissolution folle, en votant une motion de censure présentée par l'extrême gauche pour Madame Le Pen et ses amis, alors là, il va falloir l'expliquer aux Français. Donc vous pensez qu'il va durer ce gouvernement ? Je pense qu'en tout cas, c'est un peu abusif de la part de certains commentateurs de l'enterrer le jour de sa constitution. Ça vaut peut-être la peine de lui donner sa chance, parce qu'après tout, derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui ont envie de se donner du mal. Et moi, je fais partie des gens qui vont aider Michel Barnier à la place qui est la mienne, au maximum. Justement, toute dernière question. Que faites-vous ici ce soir, Jean-François Copé, sur ce plateau ? Pourquoi n'êtes-vous pas en train de préparer une passation de pouvoir, en train de vous apprêter à aller petit déjeuner demain matin avec Michel Barnier à Matignon ? Vous qui incarnez, au fond, quasiment de façon existentielle, cette volonté de se rapprocher avec Emmanuel Macron ? Ah mais c'est pas moi qui faut poser la question. Michel Barnier m'a pas spécialement proposé de rentrer dans son gouvernement. Ah ben j'en sais rien, moi, demandez-lui. Vous savez, moi je le plains un peu parce que il a quand même eu à se taper un nombre de gens qui m'avaient expliqué qu'ils n'iraient jamais au gouvernement. Ils se sont tellement roulés par terre pour y aller. Je pense qu'il a tellement eu de demandes qu'il n'a pas forcément eu une seconde pour me demander si moi ça m'intéressait. Donc vous n'avez pas eu d'échange avec lui ? Non, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que moi, quand je vous dis, mais j'ai aucune arrière-pensée. D'ailleurs, la preuve, je vous le dis après que le gouvernement soit constitué. Donc on peut même pas dire que je voudrais failloter. C'est même pas le sujet. Moi, mon sujet, il est très simple. Je pense que notre pays est en danger et qu'on va tout faire pour aider Michel Barnier et son équipe. Mais si d'aventure, dans les semaines à venir, la possibilité d'aider Michel Barnier au sein du gouvernement se présentait, écoutez, j'en sais rien, honnêtement, on verra bien. Pour toute façon, le sujet aujourd'hui, c'est que ça marche. Et il n'y a pas de raison de commencer à voir qui va défaillir. On va y aller tous ensemble. Merci beaucoup, Jean-François Copé, d'avoir été l'invité de C'est pas tous les jours dimanche.